Alors, on a deux chèvres lactantes, deux femelles de la race Saanen, qui sont une race de chèvres à lait. Celle-là et celle-là. La petite ici, c'est la chevrette que cette chèvre-là a eue au mois de mars, au printemps. Les autres chevreaux ont été envoyés sur d'autres fermes. On a aussi un bouc, le papa reproducteur, qui est de la race alpine, qui est une autre race de chèvre à lait. Donc, la gestation des chèvres, c'est 5 mois. Donc, en général, elle tombe enceinte à l'automne, au mois d'octobre-novembre, et elles accouchent au printemps, au mois de mars. Donc, on laisse les bébés au moins 2 mois avec les mamans pour le début, puis on commence à les traire après, là, au début de l'été. On les traite jusqu'environ le mois de décembre. Donc, les 3 derniers mois de leur gestation, on ne les traite pas. Donc, elles gardent toute leur énergie pour le bébé et pour se garder au chaud parce qu'elles passent l'hiver quand même à l'extérieur. Si. Viens. Regarde. Vas-y. Vas-y. Alors, quand je me prépare à faire la traite, je lave mes mains à l'intérieur et je me mets des gants qui sont lavables, juste pour protéger mes mains propres pendant que je manipule la chèvre. Donc ça, c'est une table de traite qu'on a conçue pour pouvoir faire la traite de façon plus confortable et sécuritaire pour tout le monde. Donc on a une petite chaînette qui nous permet d'immobiliser sa tête, même elle est libre de mouvement, mais au moins elle ne peut pas ressortir sa tête. On lui donne une ration de grains de moulée pour chèvre laitière pendant la traite. Comme ça, vous voyez, elle est très concentrée là-dessus et ça nous permet de la traire là, sans l'embêter. La première étape, c'est de toujours la brosser, étant donné qu'on traite au seau. Je n'ai pas de treilleuse, je traite dans le seau pour éviter qu'il y ait des petits poils lousses ou des morceaux de foin ou des saletés qui tombent dans mon seau. Donc, j'enlève le plus gros à la brosse avant de commencer à traire. On immobilise aussi ses pattes. C'est pas pour la blesser, c'est pour éviter qu'elle donne des coups de patte. Parce qu'ici, il y a souvent des mouches, ça les embête, donc elles vont donner des coups de patte pour se débarrasser de la mouche. Puis encore une fois, on veut éviter qu'elle mette la patte dans le seau de lait et qu'elle sabote notre lait. Donc, la première étape pour la traite, c'est que j'enlève toujours le premier jet dans un seau pour nettoyer le canal à l'intérieur du treillon. Ensuite, j'utilise des bains de treillon. Il y en a un avec de l'eau savonneuse. Donc, en pesant, le réceptacle se remplit d'eau savonneuse sans revenir à l'intérieur pour nettoyer les treillons. Et j'en ai un d'eau claire pour rincer. Je suis ensuite avec une serviette lavable pour bien nettoyer les treillons. Donc, on voit ici très bien que le pis, c'est le réservoir de lait. Les treillons ici, on voit vraiment qu'il y a 2 quartiers dans un pis de chèvre. Les vaches ont 4 treillons, mais les chèvres en ont 2. Donc, je vais encore enlever le premier jet. Et ensuite, dans un seau qui était préalablement stérilisé à l'eau bouillante, je traite. Donc, la technique, c'est pas de peser ou de tirer sur les treillons. Ça fait pas sortir le lait. C'est vraiment d'aller avec l'index et le pouce bloqués à la base du pis et avec le reste des doigts, vider le treillon.
Et entre chaque mouvement, on permet au lait de descendre dans le treillon. Donc, on ferme, on vide, on ferme, on vide, on ferme, on vide, on ferme, on vide. Je vois Ophélie qui est très intéressée à venir essayer. Elle va me donner environ 1,5 litre à 2 litres, dépendamment. Là, elle est quand même dans une grosse période de production. Donc, 3-4 mois après la naissance. Tu veux essayer? Installe-toi, puis je vais aller de l'autre côté. Alors, comme j'expliquais, tu tiens vraiment à la base. Faut pas que tu aies peur de lui faire mal. Là. Tu serres et avec le reste, en 2 étapes, en 2 mouvements. Serre, vide. Vraiment. Ouais. Tu peux essayer avec l'autre main. Parce que si tu ne serres pas, le lait il remonte dans le pied, tu vas le sentir remonter. Fait qu'il faut vraiment que c'est comme un garrot, tu bloques. Ça y fait pas mal. Elle est bien concentrée sur sa moulée. Mais avec la pratique, on trouve notre rythme. Je te dirais qu'avec la préparation, laver les mains et tout ça, amener les animaux, j'en ai 2 à traire. Je te dirais une demi-heure en tout et pour tout. Et on traite le matin et le soir. Ça lui fait du bien aussi. Hein? J'excuse ma cocotte, on reprend ça. On serre. Tu l'as? Hein? Tu m'embauches? Oui. Ça te prendra peut-être plus qu'une demi-heure, mais... Je vais passer la matinée, ça va pas être très rentable. Mais on a décidé de laisser sa chevrette avec elle en tout temps pour avoir à dédoubler les installations, donc elles sont ensemble. Donc quand on veut la traire, on veut garder son lait, on a trouvé la solution de mettre un diachylon sur ses trayons pour empêcher la petite de téter. Le reste du temps, on la laisse téter à sa guise, mais si on la laisse sans ça, elle va tout prendre. Donc on place le diachylon comme ça autour du trayon et on le sécurise avec un morceau de ruban adhésif médical. Elle, ça l'embête pas, puis ça fait en sorte que la petite ne peut pas tout prendre le lait. Voilà. Oui, alors ici, on a la chèvrerie dans laquelle les chèvres passent tout l'hiver. À ce moment-là, on rabaisse les bâches pendant l'hiver pour que la neige ne rentre pas, mais on met beaucoup de paille, donc ils sont confortables là-dedans. Le morceau de bois que vous voyez ici, c'est le niveau jusqu'auquel la litière va augmenter, parce que nous, on travaille en litière accumulée, donc on va rajouter du foin, plutôt de la paille à tous les jours, et puis ça commence à composter au fond, puis au printemps, on vide tout. Donc, ce que vous voyez ici, c'est le niveau maximal auquel la litière va monter. Pendant l'hiver, on va monter les filets à foin. Donc, nous, on les nourrit dans des filets qui sont utilisés généralement pour les chevaux. Ce que ça fait, c'est que ça ralentit les ardeurs des chèvres. Donc, ils sont obligés de tirer brin par brin, ou en tout cas bouchée par bouchée, leur foin du filet à foin. Alors, le matin, quand j'arrive, la première chose que je fais, c'est de remplir les filets à foin. L'été, j'en mets moins parce qu'ils vont aller au pâturage
en après-midi. Alors, je mets juste un peu de foin pour les calmer le temps que on ait fini le train quotidien et puis juste avant la traite. Ensuite, je vais rajouter sur le sol de la chèvrerie un peu de rip de papier, qui est un nouveau produit qui est fait à partir des chutes de papier essuie-tout, de papier de toilette dans l'industrie. Donc, ils vendent ça. Et puis, j'aime ça parce que c'est très absorbant. C'est qualité alimentaire. Donc, quand on va composter la litière, éventuellement, bien, ça nous fait un beau compost bio à quelque part, mais surtout qui va se composter rapidement. Donc, contrairement à la paille, ça composte plus vite. Donc, au fond de la chèvrerie, il y a l'abreuvoir que je vais aller vider pour qu'il se re-remplisse d'eau propre. Alors, j'y vais. Je vais prendre un peu de foin. Je mets dans un premier filet. Un peu de foin. Donc, j'agite le foin pour qu'il soit bien quand même détaché. On referme les filets. Un fermé. Le deuxième. Puis là, je vais rentrer dans les chèvreries. Donc, je répands un peu de rip de papier sur le sol. Il passe moins de temps dans la chèvrerie l'été, donc on n'a pas besoin de mettre autant de... Voilà. Et puis là, je m'en vais vider l'abreuvoir dans le fond. Voilà. Alors l'eau que vous voyez dans l'abreuvoir vient d'un grand réservoir vrac, 1000 litres, qu'on appelle des fois des totes. Donc c'est des réservoirs cubiques qui se remplissent, nous ici, à même les gouttières de la chèvrerie. Alors ça prend environ une demi-journée, c'est-à-dire une grosse pluie va remplir la moitié du réservoir. Alors évidemment, on en a suffisamment assez rapidement. Dans le réservoir, j'ai installé une pompe submergée sur une minuterie. À chaque 3 heures environ, la pompe submergée part pendant 15 minutes. Donc ça agite l'eau, ça l'oxygène, ça empêche les algues de se former. En plus, le réservoir est abrité sous la chèvrerie. Et puis l'eau est activée, oxygénée, puis n'est pas stagnante. L'hiver, ce système-là est vidé, et puis on va plutôt installer une chaudière chauffante dans la chèvrerie. Et puis le matin, bien, une des tâches, c'est de vider ce qui reste dans la chaudière, puis de remplir la chaudière avec de l'eau fraîche. Donc, c'est ça, quand on les installe, des fois on les amène dans une clairière. Quand on les installe plus autour de la maison, quand le pâturage est beau, on utilise des laisses rétractables comme ça. Et puis, on prend des piquets en tire-bouchon. Donc, qu'on installe au pâturage quand on trouve un endroit où ça rentre. Parce qu'ici, c'est des terres de misère, plein de roches. Alors, j'ai une chaîne sur la laisse rétractable que j'installe tout simplement sur l'anneau, comme ça. Alors, à mesure que la chèvre s'approche ou s'éloigne, le mou est bouffé par la machine. Donc ici, le pâturage, on l'entretient
activement. Donc, c'est ce que certaines personnes appellent du gazon. c'est leur pelouse, mais nous, c'est un mélange de vivaces plus ou moins rustiques. On a du trèfle blanc et du trèfle rouge, un peu de plantain qui sont des légumineuses. Les légumineuses, ça capte l'azote qu'il y a dans l'air puis ça l'envoie dans le sol. Alors, c'est pour ça que souvent, c'est une culture intercalaire que les producteurs agricoles vont utiliser à un moment de l'année pour nourrir le sol. Ici, évidemment, on a les ruminants qui eux-mêmes déposent du fumier sur l'herbe, fumier qui est plein d'azote. Alors, on n'a pas beaucoup de problèmes de richesse de sol. Évidemment, ce qui est important toujours quand on amène les ruminants au pâturage, c'est de s'assurer qu'ils n'abusent pas d'un même endroit. Alors, idéalement, on arriverait devant un pâturage qui est assez mature et puis on ne laisserait pas les chèvres manger plus longtemps qu'il faut pour descendre de moitié l'ensemble des végétaux. Alors, une plante qui a passé sa phase de croissance, c'est-à-dire son adolescence ou a grossi de la façon la plus fulgurante, quand on la recoupe à demi, la masse racinaire est capable de supporter un redémarrage de cette croissance-là très rapide. Alors, c'est pour ça qu'on dit qu'un pâturage bien entretenu, mais surtout bien géré, où les animaux ne sont pas laissés trop longtemps, va capter plus d'azote dans l'air, elle va capter plus de CO2 dans l'air qu'une forêt mature. Justement parce que quand on vient trancher à demi le pâturage, puis que la repousse recommence de manière vigoureuse, mais c'est la pousse. C'est quand une plante est en croissance qu'elle va capter le plus de CO2 dans l'air. C'est pour ça qu'on parle de séquestrer du carbone, de l'envoyer dans le sol avec un élevage au pâturage, contrairement à un élevage en stabulation où l'animal est gardé dans un endroit clos, puis nourri de concentré, d'ensilage, de moulé, de foin. Mais l'élevage de cet animal-là ne contribue pas à séquestrer du carbone. Puis la raison pour laquelle on veut le séquestrer, c'est justement parce que le réchauffement climatique est dû, entre autres, à un excès en CO2. Bien, toutes les techniques d'emmagasinage de ce CO2-là dans la terre plutôt que sa libération dans les airs est très populaire de ce temps-ci, mais avec raison. Nous, c'est comme ça qu'on nourrit aussi nos animaux. C'est comme ça qu'on s'installe dans un écosystème nourricier pérenne, c'est-à-dire qui dure dans le temps, résilient, c'est-à-dire qui peut rebondir s'il y a un choc quelconque. Un pâturage vigoureux, ça permet aussi de capter de la pluie qui de plus en plus tombe en trombe. Hein, c'est souvent des grandes averses très, très importantes qui nous tombent dessus. Mais un pâturage luxuriant qui est biodivers, donc à différents moments de l'été, c'est différentes plantes qui profitent. Il est tout le temps en vie, puis il est à même vraiment de boire cette eau-là. C'est une éponge vivante qui nous permet d'éviter de perdre l'eau. Puis dans des contextes agricoles, quand l'eau tombe sur une terre dénudée ou qui est mal structurée, bien l'eau va s'en aller dans les ruisseaux puis amener avec elle tout ce que l'agriculteur va avoir mis dans sa terre, que ce soit les engrais de synthèse, les pesticides, etc. Ça crée de l'érosion, on perd de la matière organique. Bon, tout ça pointe vers l'utilité du pâturage comme non seulement une source nourricière pour les animaux, parce que les ruminants, j'ai toujours dit, c'est un miracle absolu. Ils mangent tout ça que nous, on ne pourrait pas manger. Hein, on n'a pas le système digestif qui est capable de consommer ça, ces herbages-là. Puis en plus, c'est des vivaces. Alors moi, je n'ai pas besoin de ressemer ces plantes-là. C'est pas comme une culture comme le soya ou l'avoine ou le blé. C'est des cultures vivaces qui, si on les entretient bien, en s'assurant qu'il y ait des ruminants qui passent pour les manger, stimuler la croissance, engraisser la terre, bien, on s'installe dans une espèce de système qui va perdurer à travers le temps. Nourrir des ruminants qui, à leur tour, vont nous nourrir avec leur lait, avec leur viande. Puis je pense que c'est un aliment extrêmement écologique, puis qui nous permet vraiment de ne pas dépendre d'une quantité importante d'intrants. Donc on produit la nourriture des animaux
et puis on mange ce que les animaux nous donnent en retour. Donc ça, c'est à peu près ça l'histoire du pâturage. En 8 minutes, intense. Alors regardez comment elles sont belles quand ils mangent là.